Merci, Excellence, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai bien revu qu'il s'agissait de participer à un débat. Alors, un débat suppose être quelquefois un tout petit peu contrariant, et je pense d'ailleurs que nous manquons de débat dans ces temps de propagande intense, et nous manquons de contrariants. Je n'ai aucune considération à apporter à ce que je viens d'entendre sur les sujets notamment militaires. Je constate simplement que la seconde armée du monde, ce qui était réputé être la seconde armée du monde, n'a peut-être pas à ce jour fait preuve de la performance qui était attendue d'elle. En tout cas, ce n'est pas demain que des généraux russes iront dîner à Kiev, comme peut-être il avait été imprudemment annoncé dans les premières semaines ou les premiers mois du conflit. Je voudrais dire ensuite que tout l'intérêt de cette réunion pour moi, c'est de plaider en faveur de la paix. Nous ne pouvons pas supporter que la guerre soit un outil commun des relations internationales et de la résolution des difficultés internationales. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire ici devant les représentants de la Russie que je suis à l'aise pour le dire devant les représentants des États-Unis qui ont tant de fois, et vous avez eu raison de le rappeler, qui ont tant de fois utilisé la guerre, la subversion, la révolution et les actions, disons, violentes comme moyen de déstabilisation et moyen d'obtenir leur fin, souvent commerciale. Alors si je suis ici, c'est en qualité de député européen, de conseiller régional, et aussi du président d'un mouvement politique que j'ai créé, qui se nomme les localistes européens, qui entend répondre à la crise démocratique que nous traversons. J'en dirais simplement un mot. J'entends beaucoup dire que la France et d'autres pays en Europe traversent une des plus graves crises que nous ayons connues depuis la guerre d'Algérie. Je ne suis pas certain pour ma part que cette crise ne s'apparente pas à celle qui a opposé les collaborateurs et les résistants, parce que ce dont il s'agit, c'est de la soumission de nos pays à des intérêts étrangers qui n'ont plus rien à voir avec ceux des Français et avec ceux du peuple français ou de la souveraineté de la France. À la lumière de ces quelques considérations, je répondrai vite à votre question. Oui, les sanctions économiques ont un impact sur les marchés de l'énergie, sur le prix de l'énergie. Ne nous faisons pas d'illusions, il existe beaucoup d'énergie en vente dans le monde, mais de l'énergie chère. Une grande partie de la prospérité de l'Union européenne, des citoyens européens et en particulier des excédents commerciaux massifs de l'Allemagne, est tout simplement due à cet aveuglement stratégique. Utiliser l'énergie à très bas prix de la Russie pour faire concurrence à l'industrie et au commerce américain. Il faut un singulier aveuglement stratégique pour utiliser l'argent américain pour sa sécurité, la sécurité de l'Europe, tout en utilisant l'énergie russe à bas prix pour faire concurrence aux mêmes Américains. Et c'est un peu ce qui est en train de se dénouer aujourd'hui. Les Américains ont tapé du poing sur la table, Donald Trump nous en avait prévenu. Dorénavant, les États-Unis ne supportent plus que l'Union européenne fasse financer sa sécurité par le contribuable américain, tout en concurrençant les entreprises américaines avec les ressources naturelles russes à bas prix. C'est un élément fondamental de ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, qui tout simplement est une perte de compétitivité massive pour l'Union européenne. Cette perte de compétitivité s'accroît du fait des sanctions. Les sanctions, c'est quoi? C'est un cadeau de compétitivité à nos rivaux. C'est un cadeau de compétitivité à l'Inde. C'est un cadeau de compétitivité à la Chine, c'est un cadeau de compétitivité à nos grands niveaux stratégiques parce qu'eux continuent à avoir accès à ce qui est la clé d'une économie performante, qui est de l'énergie à bas coût. En clair, nous nous sommes tirés une balle dans la pied, d'autant que nous ne nous cachons pas la réalité, nous rachetons très cher du pétrole russe raffiné dans des pays tiers qui nous est revendu à plusieurs fois son prix d'achat. En même temps, je ne voudrais pas nous bercer d'illusions. C'est trop facile d'imputer toutes les difficultés européennes à la guerre en Ukraine. Les principales difficultés que rencontrent les citoyens européens pour se chauffer, pour faire remplir le réservoir de leur voiture, c'est l'absurde politique européenne qui est constituée à casser les monopoles naturels et les grandes sociétés nationales telles que EDF pour faire place à une concurrence totalement théorique. Il faut savoir que EDF est obligé par l'Europe de revendre à ses concurrents de l'électricité moins chère qu'il ne lui en coûte à produire. Il faut savoir aussi que c'est une politique européenne totalement irresponsable en matière d'arbitrage énergétique qui nous conduit à surpayer des énergies renouvelables
d'ailleurs pas si écologique que ça, et a tué notre industrie nucléaire. Et à cet égard, les éléments les plus graves de la crise énergétique que connaît l'Europe ne sont pas seulement en rapport avec les sanctions russes, elles sont en rapport avec des politiques énergétiques européennes totalement inconséquentes, en particulier avec l'arrêt du nucléaire. Économie d'énergie décarbonée, énergie vertueuse, mais sanctionnée, notamment sous la présence des ONG et des fondations américaines. Ayant dit cela, je voudrais poursuivre et terminer par quelques considérations plus politiques. Que se passe-t-il d'abord avec nos grands alliés, amis historiques et imposés que sont les États-Unis? Je crois que trois choses très importantes se passent. D'abord, un état de décomposition interne très avancé. Je ne suis absolument pas sûr que Joe Biden ait la capacité de se représenter aux élections américaines. Et nous voyons bien que la division et les conflits intérieurs aux États-Unis décident d'une politique extérieure qui sera d'autant plus belliqueuse que la menace extérieure peut être utilisée pour calmer le jeu à l'intérieur. Le deuxième élément qui m'apparaît extrêmement important et que vous avez évoqué, Pierre de Gaulle, c'est le fait que les États-Unis ne respectent pas les principes qu'ils prétendent imposer au reste du monde. Les États-Unis ont commis deux fautes extrêmement graves. The rule of law, le côté sacré des contrats, et la loi est la même pour tous. Le vol des actifs de la Banque centrale de Russie, c'est simplement un vol qui n'a aucune légitimité juridique d'aucune sorte. La spoliation des avoirs des prétendus oligarques russes, et demain peut-être de ceux qu'on appelle les princes rouges, ces riches Chinois qui détiennent des avoirs aux États-Unis ou au Canada. Ça s'appelle simplement une spoliation parce que c'est réalisé sans jugement, sans procédure contradictoire et sans même que les oligarques ou les princes riches soient entendus. Cela s'appelle du vol ou du racket ou du pillage. Et ça vient totalement contredire la prétention des États-Unis à incarner le règne de la loi dans le monde. C'est quelque chose de très grave qui s'est passé parce que partout dans le monde, si je détiens des avoirs en dollars, si ma banque centrale détient des avoirs en dollars, si mes riches entrepreneurs détiennent des actifs aux États-Unis, je sais désormais que si j'ai un désaccord géopolitique avec les États-Unis, ces avoirs peuvent être confisqués. Les États-Unis ne sont plus le safe haven des patrimoines et des fortunes mondiales. Et c'est quelque chose de très important qui s'est passé à cet égard. Le troisième élément, et je serai un peu plus littéraire. Tocqueville, le grand observateur français de la démocratie américaine, a écrit « La démocratie américaine est fondée sur la poursuite du bien et des natures religieuses, c'est ce qui assure leur puissance, et s'ils perdaient cette dimension religieuse de poursuite du bien, ils perdraient cette puissance. » Eh bien, je crois que pendant des décennies, les États-Unis ont été, avec des heurts et des malheurs, ont été une puissance pour le progrès, une puissance pour la stabilité et une puissance pour l'ordre du monde. Et je constate que depuis, notamment les années 90, et surtout la terrible croisade engagée à la suite des attentats du 11 septembre, les États-Unis sont une force qui maintient sa puissance que par le désordre, le chaos, en semant la mort, la désolation et la misère. Et je pense qu'à cet égard, nous devons considérer un devoir européen d'autonomie stratégique contre un devoir de prise de distance avec une puissance qui a perdu tout ce qui faisait sa légitimité internationale. Laissez-moi, sans trop vous fatiguer, ajouter un mot sur l'avenir. L'avenir, pour moi, et vous savez, je ne suis pas un de ses supporters, ça ne peut être que la recherche par l'Europe d'une autonomie stratégique. Cette autonomie stratégique signifie une prise de distance dans tous les domaines de dépendance, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient nucléaires, qu'ils soient naturellement d'armement. Nous ne pouvons plus supporter un OTAN qui est passé d'une politique de compatibilité des armements à une politique d'intégration qui veut dire en gros que tout pays de l'OTAN n'a d'autre choix que d'acheter américain. Nous devons recréer une industrie européenne de l'armement fondée sur les excellences françaises dans ce domaine. C'est l'une des clés de l'indépendance et de l'autonomie stratégique. Le deuxième point, c'est naturellement d'affirmer une pratique de la paix. Je suis étonné d'entendre l'Union européenne se transformer d'un seul coup en faiseuse de guerre, en nourrisseuse de guerre. Chacun voulant rajouter plus d'armes aux armes, ce qui veut dire rajouter des morts aux morts.
Il est très important que l'Union européenne s'associe aux initiatives de paix. À cet égard, je sais que saluer l'initiative chinoise présentée récemment en faveur de la paix. Il faut que l'Union européenne apporte sa pierre à la construction de la paix, fondée sur une reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et fondée sur une paix d'équilibre qui doit aboutir à la démilitarisation de l'Ukraine et qui doit aboutir à des garanties communes de sécurité et pour l'Union européenne, notamment les pays de l'Est qui sont si sensibles, et naturellement pour la Russie qui ne peut pas supporter d'efforts de destruction massive à moins de 500 km de Moscou. Le dernier point de l'indépendance stratégique, c'est naturellement une vision. C'est une vision de l'Europe comme ensemble civilisationnel, différent de l'ensemble américain et je le dirais volontiers de l'ensemble anglo-américain. C'est un ensemble civilisationnel qui retrouve ses liens historiques, millénaires avec l'Eurasie. Et vous l'avez également évoqué. C'est surtout une Union européenne qui est une vision de l'équilibre des forces. L'objectif que l'Union européenne devrait poursuivre, c'est que dans un monde multilatéral, aucune puissance ne soit assez forte pour l'emporter contre aucune autre puissance assurée du soutien de l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne soit cette puissance d'équilibre qui fasse la balance entre les forces. À cet égard, je ne saurais que citer un grand absent ce soir, qui est le pays traditionnellement non aligné qui est l'Inde, avec sa politique actuelle de multi-alignement et sa politique actuelle de balance. J'ai accès à l'énergie à bas coût de la Russie, mais en même temps, je peux conduire des manœuvres militaires et bénéficier d'une franchise nucléaire en travaillant avec les États-Unis. Je pense que les Européens doivent poursuivre cette politique parce que nous sommes dans des zones dangereuses. Je voudrais terminer sur ce point. Nous entrons dans des zones dangereuses où la perspective d'une troisième guerre mondiale ne peut pas être à l'exclure. Pour les Américains, la fuite en avant dans la guerre est un moyen de faire taire les dissensions internes. Pour nos alliés américains, la montée aux extrêmes est un moyen de soumission sans condition dans l'Europe. N'ayons aucune illusion à cet égard. La poursuite de la guerre et l'intensification de la guerre ne laissent à l'Union européenne aucune chance d'affirmer son autonomie stratégique, parce que, je le dis sans embâche, une montée aux extrêmes signifie un ralliement sans condition de l'Union européenne aux États-Unis. La seule chance d'une autonomie stratégique affirmée de la France et de l'Union européenne, c'est que les choses se calment, c'est qu'un processus de paix soit engagé et que chaque pays puisse retrouver les attributs normaux de sa souveraineté, que sont le libre choix de ses alliances, de ses coopérations et ses engagements commerciaux. C'est dans cette perspective que je situe mon action politique. C'est dans cette perspective que j'espère que l'Union européenne va avancer pour les années prochaines. C'est dans cette perspective que j'ai été très heureux de partager ce débat et de partager ces moments de discussion avec vous. Merci beaucoup à M. Legault et Juvin. Je vais à présent demander à son Excellence l'ambassadeur de Russie, M. Alexandre Tokovina, de réagir par rapport à l'analyse qui a été faite par M. Legault et Juvin. Je vous passe. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier M. Legault de son analyse approfondie. Dessiner vraiment un grand tableau du monde d'aujourd'hui que je dirais je partage. Et je voudrais peut-être juste ajouter quelques petites tâches à ce tableau. Et je remercie aussi M. Juvin d'avoir ajouté un peu de polémique. Et donc, juste quelques mots. Je suis complètement d'accord que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un développement tragique. Et si on parle du moment de la fin de la guerre froide, je suis convaincu que mon pays, la Russie, était complètement prête à entamer un vrai partenariat avec l'Europe, l'Union européenne, donc ça veut dire l'Europe de l'Est, de l'Ouest, avec les États-Unis aussi, avec l'Occident en général. Et
c'était la volonté, le rêve même de la Russie de construire un nouveau système de sécurité sur le continent européen, basé sur le principe d'indivisibilité de la sécurité. Et malheureusement, nos partenaires occidentaux, sous la pression des Américains, bien sûr, ont opté pour un autre choix. Ça veut dire élargir l'OTAN et élargir la zone du contrôle géopolitique des États-Unis. Et encore une fois, on a essayé de construire le système de sécurité en Europe, pas avec la Russie, mais contre la Russie. À nos yeux, c'est ça le cœur du conflit d'aujourd'hui, le conflit que nous vivons. Parce que, bon, on a dit clairement pendant des années, des décennies même, que essayer d'organiser l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'était une véritable ligne rouge pour Moscou. On a expliqué à tout niveau et à tous les leaders des pays de l'Europe et aux États-Unis. Le président Poutine est allé en 2008 à Bucarest pour essayer d'empêcher cette décision de l'OTAN, cette fameuse phrase que l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Malheureusement, les leaders européens ont choisi de se plier à la demande de George Bush. Donc, on ne voit pas d'autres. Et aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est la continuation de la politique de l'escalade vis-à-vis de la Russie. C'est la continuation du conflit en Ukraine, où les États-Unis et l'OTAN et l'Union européenne aussi disent ensemble que leur objectif, c'est la défaite stratégique de la Russie. Et je voudrais dire que, à mon avis, la situation actuelle est aussi dangereuse, ou peut-être plus dangereuse que celle que nous vivions au temps de la crise de Cuba en 1962. Mais paradoxalement, personne n'y parle ici en Europe, comme si ce danger d'une catastrophe mondiale n'existait pas. C'est vraiment c'est très étonnant parce que nous glissons aveuglément vers le pire. Donc c'est l'impression que nous avons. Donc le seul choix raisonnable, c'est d'arrêter cette politique complètement absurde et fausse, de revenir vers la voie du dialogue. Et le dialogue, le vrai dialogue, doit être organisé seulement sur la base d'une vision multipolaire. Donc, la vision de la dominance, de l'hégémonie d'un groupe des États, ou même d'un seul État, les États-Unis, dans le monde, ne marchera plus. Et le seul choix, à nos yeux, est d'essayer de construire un monde multipolaire où tous les grands centres de l'influence dans le monde essaieraient de travailler ensemble, de chercher ensemble les solutions, de
faire face ensemble aux défis de ce monde. Et donc, à Moscou, on a toujours vu l'Europe, l'Union européenne, M. Joubert, comme un des centres les plus importants de ce monde polycentrique. Et comme l'a dit M. De Gaulle, on essaie d'élaborer maintenant aussi la vision d'un grand partenariat d'Eurasie, donc avec tous les grands pays asiatiques comme la Chine, comme l'Inde, comme les pays d'Asie. Et bien sûr, nous serions heureux si un jour l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, pourrait peut-être joindre ses efforts et casser cette logique complètement irraisonnable de diviser encore une fois le monde entre l'Occident et tous les autres, ou entre l'Occident et soi-disant axe entre la Russie et la Chine. Cette vision de conflit n'est pas la nôtre. Et donc, encore une fois, un tout grand merci pour cet événement énormément intéressant. Et donc, cette tentative de parler franchement et sérieusement des problèmes d'aujourd'hui. Merci. J'ai à présent une série de questions que je vais adresser au ministre conseiller de l'ambassade de la République populaire de Chine en Belgique. Donc je vais adresser à son Excellence M. Hougan. Mr. Hougan, a series of questions for you, especially about the BRICS and all the cooperation between China, India, Brazil, and other countries. So, how is the cooperation between Russia, China, India and Brazil articulated? Donc, pour la traduction, je vais demander à Monsieur le ministre conseiller comment il voit l'évolution de la coopération entre les BRICS, entre les pays membres des BRICS, et l'évolution et l'agrandissement potentiel des BRICS à l'avenir. Et I will give you the floor. Merci, bonsoir à tous. Please forgive me for do not speak too much French, so I will shift into English. Thank you very much for inviting me, and I'm very honored to be here to have this opportunity to share some thoughts from the Chinese Embassy in regard of the BRICS cooperation. And I would also like to give applause to the wonderful speeches by the three scholars and His Excellency, the Ambassador from the World Commission, and also Monsieur De Gaulle. So, in regard of the BRICS cooperation, we know that BRICS represents Brazil, Russia, India, China, and South Africa, the 5 countries. And this cooperation came into being 17 years ago, as the world was experiencing transformation and certain challenges. So, during the past 17 years, BRICS countries have strengthened mutual trust, deepened economic cooperation, and enhanced people-to-people exchanges, and enjoys very robust momentum and have become a major force in international arena. So I'd like to share some figures. The BRICS countries account for 23% of the global economy, 18% of trade in goods, and 25% of foreign investment. The progress of BRICS cooperation in key areas such as political security,
economy, trade, finance, public health, sustainable development, and cultural exchanges has injected great momentum and potential, and also positive energy to today's world, especially in the period of turmoil and change. So last year in June, the 14th BRICS Summit held in Beijing has reviewed the prospect and evolution of the intra-BRICS relations as summarized in the theme of the summit. The theme was to foster high-quality BRICS partnership and to usher in a new era for global development. So in regard to the question, so how is the relations between Russia, China, India, Brazil, and South Africa? I could say a little bit. China and Russia have consolidated and grown the bilateral relationship on the basis of non-alliance, no confrontation, and not targeted any third party, and also not subjugated to any interference from the third party. And we have set a fine example for developing a new model of major country relations. So no matter how the international landscape may change, China will stay committed to advancing China-Russia comprehensive strategic partnership and coordination for a new era. And as to the China-Brazil relation, the overarching strategic and global influence of the China-Brazil relations continue to grow. China always views and develops relations with Brazil from a strategic point of view and as a high priority on our diplomatic agenda. So as you know that in this March, President Xi Jinping paid a state visit to Russia Federation, and in April, just 2 weeks ago, we received the Brazilian president as our state guest in Beijing. And China and South Africa enjoys a special friendship. We call it comrades plus brothers. So we are comrades with South Africa, and we are also brothers. China has all along viewed its relations with South Africa from a strategic height and stands ready to consolidate political mutual trust and promote even greater development of the comprehensive strategic partnership between these two countries. Last but not least, China and India are important neighbors and are two civilizations of long history. And a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental interests of our two peoples and two countries, and is, of course, also conducive to the peace, prosperity, and development of Asia and the world at large. So that was my answer for these questions. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Je vais maintenant ouvrir la séance de questions-réponses avec le public et je pense que le professeur Damien Ernst, spécialiste des questions énergétiques, va poser la première question. Merci. Moi j'ai une question pour M. Tokovonen, l'ambassadeur de Russie. Donc à l'heure actuelle, avant cette crise qu'on a connue, cette crise du gaz en Europe, on a importé environ 1500 TWh de gaz qui venait de la Russie par pipe, par gazoduc au travers d'Odessa, au travers de Yamal, une partie aussi au travers de l'Ukraine, le Turkish Stream aussi, donc c'est 4 grandes connexions. Maintenant il reste plus ou moins 300 TWh d'import par gazoduc qui viennent de la Russie. Si les informations sont bonnes, 160 de l'Ukraine, 140 peut-être par le Turkish Stream. On a perdu plus ou moins 1000 TWh
d'import de la Russie par pipe au cours de 18 mois. C'est aussi une production que la Russie ne sait pas vendre sur les marchés internationaux parce que vous n'avez pas encore de connexion de gazoduc suffisant. Il n'y a rien entre les champs de Sibérie de l'Ouest en paille, en gazoduc, et l'Asie, l'Inde. Vous n'avez pas ces clients par paille. Et vos capacités de liquéfaction, vous avez la petite sur la mer Baltique ou sur Yamal, tournait déjà avant cette crise à pleine capacité. Donc ma question est la suivante, Monsieur l'ambassadeur. Pensez-vous dans le futur qu'il est possible que les volumes russes à destination de l'Europe pour les 300 TWh réaugmentent, sachant qu'il y a la place physique, qu'il y a une capacité physique au travers de l'Ukraine de près de 1000 TWh, historiquement le gaz russe passait au travers de l'Ukraine. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que ça peut réaugmenter? Est-ce que c'est encore possible? Ou bien est-ce qu'on doit s'attendre au cours des mois qui viennent à une diminution de ces capacités-là? Et je serais vraiment reconnaissant si vous pouviez nous éclairer sur ce qui allait se passer, ou ce que vous pensez qui allait se passer à court, moyen et long terme aussi. Je vous remercie par avance pour votre réponse. Merci, M. Ernst. Effectivement, si au premier trimestre en 2021, la société russe Gazprom assurait presque 40% des importations de gaz naturel en Union européenne, au premier trimestre de l'année courante, c'était seulement 7,5%. Donc c'est une vraie chute des livraisons envers l'Union européenne. Et un petit détail révélateur pour voir qui a profité de ce développement. En 2022, les exportations de gaz naturel liquéfié américain vers l'Europe ont plus que doublé pour atteindre 56 milliards de mètres cubes. Donc, ce que fait la Russie dans ces circonstances, bien sûr, augmente les exportations vers d'autres pays. Premièrement, bien sûr, les pays de l'Asie, ça veut dire la Chine en premier lieu. Vraiment, les exportations russes ont augmenté l'année dernière et pour la première fois, la Russie est devenue le premier exportateur du gaz naturel en Chine. Et donc nous avons augmenté les livraisons par le gazoduc La Force de Sibérie et le projet de construction d'un deuxième gazoduc La Force de Sibérie 2 est sous considération et c'est fort possible que vers la fin de l'année courante on va signer le contrat. Mais bien sûr on augmente aussi les exportations du gaz liquéfié vers plusieurs destinations. Et on utilise, comme vous le savez bien sûr, toujours l'infrastructure belge pour le faire, le terminal au port de Zeebrugge, pour acheminer le gaz liquéfié russe vers aussi les pays de la région de l'Asie et le Pacifique. Bon, et donc, selon les propos des dirigeants européens d'aujourd'hui, on ne voit pas de possibilité de revenir vers le passé, mais bien sûr, si ce serait possible politiquement,
possibilité est toujours là. Peut-être ce ne sera pas 150, 160 milliards de mètres cubes, mais on pourrait bien sûr augmenter parce qu'il y a toujours des capacités de le faire. Mais dans l'atmosphère politique actuelle, je ne crois pas que ce soit possible. Merci. Merci. Je voudrais bien m'adresser à M. Juvin. Premièrement, peut-être pour répondre sur une question que vous avez lancée, mais de suite, j'ai bien une question à vous poser également. Alors, vous avez mis en question cette stratégie militaire russe qui semble ne pas avoir eu le résultat projeté. Si tu écoutes, regardes des conseillers militaires avec un peu d'expérience, comme le général Richard Black, le colonel Douglas McGregor, qui sont tous des Américains, l'expert d'armes Scott Ritter, qui a été en Russie dans le cadre des accords de prolifération pour désarmer des armes nucléaires, qui connaît bien le militaire russe. Ils ont très bien analysé, depuis même un an, ce qui se passe, comment la stratégie fonctionne. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt l'aspect humain. Il y a 40% de russophones en Ukraine. Malheureusement, ils se trouvent dans le sud-est, sud et l'est. Donc, les trois objectifs de l'opération spéciale militaire, démilitariser, dénazifier et arrêter la guerre en Donbass, ils souhaitent le faire centralisé sur un point. Bon. Je tombe sur ma question, et je ne vous la pose pas parce que c'est vous, parce que vous avez posé cette question, mais je vous la pose parce que je demande à chaque eurodéputé. En 2015, il y a eu une confession par le conseiller de la Maison-Blanche, le géopoliticien le plus intelligent au monde, George Friedman, a déclaré au Chicago Council of Global Affairs. Il a expliqué ce que les États-Unis étaient en train de faire en Ukraine, qu'ils faisaient, qui étaient au sol, pourquoi ils le font, parce que la Russie a les ressources et l'énergie, l'Allemagne a la technologie. Il existe tout le discours qui s'appelle Europe Destined for Conflict, même sur YouTube. Il existe même un résumé, c'est cynique, certainement pas moral, mais ça marche, où il explique on va faire comme on a bien fait avec l'Irak et l'Iran, on va faire se battre l'Europe et la Russie. Ma question c'est pourquoi chaque eurodéputé que je demande, ils ne sont jamais avoir entendu de ce discours qui explique en 2015 ce qui se passe maintenant. Merci. Alors je pourrais avec grand plaisir vous faire une longue réponse et j'aurais plaisir à discuter plus avant avec vous. Je l'ai évoqué d'un mot dans ma brève intervention. Je pense que les États-Unis ne sont plus une force de stabilité et de progrès. Je pense que les États-Unis pratiquent la vieille politique de l'Empire britannique, divisé pour régner, et je pense qu'aujourd'hui ils sont partout des fauteurs de troubles, de guerre et de misère. Je vous répondrai sur l'Union européenne de manière très rapide. L'Union européenne, c'est Jean-Jacques Rousseau contre Machiavel. Jean-Jacques Rousseau a dit « Il n'est de beau que ce qui n'est pas. Un monde rêvé, un monde à inventer est beaucoup plus beau que le monde réel. » Pour ma part, je souhaiterais que l'Union européenne, et c'est en tout cas ce que j'essaye de faire, suive Machiavel qui a dit « Ceux qui considèrent le monde comme ce qu'il devrait être, plutôt que comme ce qu'il est, travaillent à se détruire bien plus qu'à se conserver. » Je pense que l'Union européenne vit dans un règne d'illusion, où ce qui est dit doit être vrai, où le pot politique est entièrement dominé par la norme, par la loi et par la conformité, et je pense qu'en suivant cette pente, l'Union européenne travaille plus à se détruire qu'à se conserver.
Bonsoir. Je n'ai pas précisément une question, mais je voudrais juste apporter un témoignage et une suggestion. Le témoignage dont vous avez parlé tout à l'heure, M. Duboc, des bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale, des villes allemandes et des villes anglaises. Mais je pense qu'il ne faudrait pas remonter si loin, dans les années 60 jusqu'au début des années 70. Les B-52, les super bombardiers qui sont toujours en service dans les forces, dans l'armée de l'air américaine. Une vague de bombardements par le B-52, je vous assure, ça n'a rien à voir avec les 70, 80 ou 90 ou 100 missiles russes qui tombent sur une ville d'Ukraine. La zone de bombardement, dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, les gens qui sont là, on ne sont pas touchés par le bombardement, mais c'est comme un tremblement de terre. On a la peur et la hantise que ça crée, sans parler du bombardement des villes, donc la capitale de Kiev, par exemple. Alors la suggestion, j'ai entendu, on a tous parlé, tout le monde désire la paix. Et je pense que les personnes qui vivent dans des pays en guerre, c'est elles qui désirent le plus la paix. Mais est-ce qu'il peut y avoir une paix quand on allume la télévision ou bien qu'on écoute sa poste et la radio, l'information va à son lit. Est-ce que c'est comme ça qu'on va créer des occasions pour pouvoir arriver à une négociation de paix? Vous qui avez tous de lourdes responsabilités, peut-être que vous pourriez faire quelque chose pour essayer. Peut-être que ce n'est même pas nécessaire de défendre les partis, mais de communiquer et d'informer convenablement, et surtout avec le respect que je dois à messieurs de la presse qui sont là, notamment la télévision publique, informer la population dans les deux sens, le pour et le contre. Voilà, merci. Merci de votre question. Merci de votre question. Effectivement, les gens qui allaient en Ukraine de remonter si loin pendant la Première Guerre mondiale pour se remémorer, se souvenir des atrocités qui ont été commises pendant la guerre, notamment ce qui concerne la guerre au Vietnam. Pendant des années de guerre, les Américains ont quand même déversé 80 millions de litres de défoliants sur les populations pendant la guerre du Vietnam pour isoler les Khmers rouges, les forêts où ils se réfugiaient, également pour détruire les cultures. Il y a 4 millions de personnes qui ont été touchées. Il y a au moins 3 millions de personnes qui ont subi des maladies, des cancers et des malformations. Et en aucun cas, les États-Unis ont été traduits devant la Cour pénale internationale qui ne sert qu'à justifier leur politique et à condamner ceux qui ne suivent pas, évidemment, la leur. En ce qui concerne l'attitude par rapport à la paix et par rapport à la guerre, je voudrais faire une citation de mon grand-père, encore une fois, qu'il a eu en 1966 devant l'Imperfite. Le snobisme anglo-saxon de la bourgeoisie française est quelque chose de terrifiant. Mais il y a plus grave, c'est l'esprit d'abandon, cette espèce de trahison de l'esprit dont on ne se rend même pas compte. Comme si le but de la politique française était de faire plaisir aux autres pays et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de France. Surtout, ne pas faire de peine aux étrangers. Il y a chez nous toute une bande de lascars qui ont la vocation de la servilité. Ils sont faits pour faire des courbettes aux autres et ils se croient capables de ce seul fait de diriger le pays. Notre rôle à nous, qui sommes peut-être plus au courant, peut-être plus au fait de ce qui se passe réellement, des risques, des dangers que court le monde, de risques pour la communauté européenne de se retrouver isolée, également de subir une perte de compétitivité dramatique par la hausse de l'approvisionnement énergétique, mais également des coûts de matières premières, des interruptions de chaînes d'approvisionnement.
c'est de parler, c'est de dénoncer les vérités chaque fois que l'on peut, auprès de conférences, sur les réseaux internationaux, sur les chaînes internationales, malgré la pensée unique qui nous censure, de dire les vérités et de faire en sorte que cette opinion publique puisse être informée, au courant, réceptive, et qu'elle puisse influer sur les hommes politiques qui malheureusement sont soumis aussi à des sondages et qui courent après leur code de popularité. C'est notre devoir et c'est notre engagement à travers différents réseaux. Les Russes ont lancé en mars de cette année le réseau MIR qui vise à rétablir les vérités, à se battre contre la discrimination de la culture russe, contre cette volonté de réduire le russe au rôle de méchant, mais le réseau MIR est aussi là pour se battre, pour rétablir les vérités, pour la paix dans le monde, et se bat aussi pour l'épanouissement des peuples, leur capacité à choisir librement leurs partenaires, à choisir librement leurs débouchés et à choisir librement leurs alliés qui leur garantissent la sécurité dans leur développement. C'est notre rôle et c'est notre mission. Aujourd'hui et demain, partout où nous le pouvons, dans nos pays, à l'international, dans le monde, il y a une presse qui est favorable, une presse qui est moins défavorable, et d'une opinion publique qui, je le crois, devient consciente qu'elle est manipulée, devient consciente que son intérêt n'est pas de se lancer dans des guerres, dans des conjectures qui la mettent en péril. Je voudrais aussi citer, par rapport à la guerre en Ukraine, les tentatives de paix qui ont été avortées. Dès le 25 février 2022, Zelensky était prêt à accepter la paix avec la Russie, y compris de faire des concessions sur les territoires du Donbass. Avec la pression américaine, il a continué la guerre. Dès le mois de mars de l'année 2022, sous le parrainage du Premier ministre de l'époque israélien Bennett, les plans de paix étaient prêts. On est allé jusqu'à 7 à 8 versions des plans de paix. Et sous la pression américaine, ces tentatives, malheureusement, ont été avortées. L'opinion publique n'est pas informée, l'opinion publique n'est pas consciente de cela, et c'est notre devoir de le dire, de parler haut et fort, pour faire bouger les choses, et pour qu'on puisse établir des conditions saines, des conditions véritables, avec des garanties d'un dialogue, des garanties de sécurité, en Ukraine, mais également partout dans le monde, puisqu'il n'y a pas que le conflit ukrainien, il y a également les populations du Haut-Karabakh, il y a également d'autres conflits, notamment en Afrique. Regardez le Soudan qui vient de se soulever. Il y a toujours un conflit larvé en Irak, il y a toujours un risque d'embrasement en Syrie. Et c'est notre devoir, nous qui sommes éveillés, nous qui sommes inscrits, nous qui sommes conscients, nous qui sommes informés, nous qui pouvons jouer un rôle de parler, de faire ce travail et d'agir pour la paix dans le monde. Bonsoir, Philippe Nicolas, je suis citoyen de la paix et du développement, tout simplement. Et je me permets de poser 3 petites questions que je vais lire pour plus de concision et pour éviter tout bafouillement. Première question relative à la genèse du conflit. Deuxième question relative à l'Union européenne. Troisième question par rapport à la co-belligérance dont on parle parfois actuellement. Alors, première question, la genèse d'un conflit n'explique pas tout, n'excuse pas tout, mais elle fait partie intégrante de l'analyse des faits brûlants d'actualité. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu, en 1991 ou 91, une conférence géographique à Moscou pour revoir et corriger certains territoires et certaines frontières à l'aube d'un nouveau paradigme, non plus celui de l'Union soviétique, mais celui d'une nouvelle Russie post-soviétique qui avait le droit d'espérer maintenir une dynamique de communauté des États indépendants, ou Commonwealth russe, après les indépendances rapides, voire intempestives ou peu réfléchies de ces anciennes républiques soviétiques. Deuxième question concernant l'Union européenne. Comment se fait-il qu'à ce jour, aucune procédure de destitution n'a été engagée par des élus du Parlement européen
à l'encontre des soi-disant leaders de l'Union européenne qui, sans aucun mandat populaire, ont décidé des sanctions contre la Russie et vont dans le sens d'une politique otanesque, vassalisante, de va-t-en-guerre apocalyptique, sous la pression de Kiev, alors que le rôle de l'Union européenne devrait se limiter à des actions humanitaires et à de la facilitation diplomatique. Et alors, rapidement, oui, donc je trouve que cette attitude européenne nuit au renforcement de la politique européenne et à l'économie de l'Union européenne. Et troisièmement, concernant la belligérance, que je crains de plus en plus par rapport à la Pologne, comment se fait-il que Varsovie, et ce que moi j'appelle la junte de Kiev, ont l'air de bien s'entendre, alors que dans les années 30 et 40, près de 100 000 Polonais ont été massacrés en Ukraine lors de pogroms organisés. Monsieur Nicolas, je vous demande si vous pouvez synthétiser. Voilà, et donc, et qu'une bonne partie de l'État polonais d'avant-guerre a été aussi rattachée à l'Ukraine. Votre question, voilà. Monsieur Nicolas. Mais la question, c'est donc, il n'y a pas eu de conférence géographique à Moscou en 1991. Quel dommage. Deuxièmement, je m'adresse à donc, M. Juvin par rapport à les actions des mandataires européens par rapport à des personnes qui ne sont pas mandataires et qui ont été nommées comme ça par des gouvernements, qui n'ont pas de mandat populaire. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter leur politique tout à fait insensée de destruction et de suicide européen? Voilà. Si vous permettez la première question, pourquoi? C'est bien sûr la question que plusieurs citoyens russes se posent aujourd'hui, mais à l'heure, donc à l'époque 1991, l'ambiance n'était pas celle de la raison, mais plutôt celle de la révolution. La révolution n'est pas toujours accompagnée de la raison. Donc, mais il faut dire que à l'époque, il y avait pas mal de sentiments d'euphorie parmi les Russes, parce que on a promis, à merveille à Gorbatchev que la Russie pouvait entrer dans la famille occidentale, que on aura un nouveau système sécuritaire, qu'on bâtira un partenariat, une alliance même avec la Nouvelle-Russie. Et donc, peut-être les dirigeants russes étaient trop naïfs, donc il faut l'accepter à l'époque. Et donc, on a cessé de voir la réalité, on a cessé de voir les potentiels, on a pensé que d'intention, de bonne intention de nos partenaires occidentaux. Malheureusement, comme je l'ai dit, quelques années après, le choix imposé par les États-Unis à l'Europe était ceux de l'élargissement de l'OTAN et d'une création d'un système, encore une fois, on peut dire, de l'indignement de la Nouvelle-Russie, en utilisant les nouveaux États indépendants, en premier lieu l'Ukraine. Merci. Merci monsieur de votre question. Je ferai une réponse rapide, sans prendre aucune responsabilité au nom du Parlement européen ou des institutions européennes. Une réponse à la fois factuelle d'abord et ensuite politique. La réponse factuelle, comme vous savez très bien, les pays de l'Union européenne a beaucoup d'engagement avec l'OTAN. Je peux déplorer la décision catastrophique du président Sarkozy d'avoir réintégré le commandement intégré de l'OTAN, dont le général de Gaulle devait faire sortir, sans pour autant briser l'alliance avec les États-Unis.
États-Unis, avec nos partenaires européens. Dorénavant, nous sommes tenus, et nous sommes tenus par les engagements de l'OTAN, qui d'ailleurs, j'ai été membre de la Commission de défense et sécurité au Parlement européen pendant 3 ans, ont toujours été ratifiés par le Parlement européen. La réponse plus politique sera tout à fait différente. Je pense qu'il y a un moment, et d'ailleurs des diplomates et des intervenants russes le soulignent, il y a un moment où les facilitations en matière de financement d'achat d'armes, de livraison d'armes, et probablement de la présence d'experts, voire de forces spéciales sur le terrain, touchent à la co-belligérance. Et je ne pourrais pas concevoir une co-belligérance affichée qui ne soit pas validée par le suffrage universel d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est une situation à laquelle nos gouvernements peuvent être confrontés, c'est le conflit dur. Vous savez certainement que des manifestations assez dures ont eu lieu en Tchéquie, au sujet de la participation et de la contribution à l'effort de guerre en Ukraine. Vous savez que dans un certain nombre de pays, notamment en Allemagne et aussi en France, il y a eu des manifestations contre l'implication croissante de nos pays dans la guerre en Ukraine. Je pense que si la situation, comme je le crains, devait perdurer, ces mouvements vont être de plus en plus profonds et à un moment donné, les gouvernements devront faire face à leurs électeurs sur leur choix de co-belligérance non assumé aujourd'hui. 5 secondes sur la Pologne. Je pense que le gouvernement d'extrême droite polonais n'aurait jamais survécu s'il n'y avait pas eu la crise en Ukraine. Évidemment, la Pologne se sent pousser des ailes. Elle qui veut porter son budget de défense à 6% du PIB, alors que les normes de l'OTAN sont seulement de 2%, et qu'évidemment, elle ne manquera pas de faire valoir ses revendications. Elle ne manquera pas de faire valoir ses revendications en ce qui concerne les territoires historiques qu'elle a perdus en Ukraine après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le ministre conseiller, Mesdames, Messieurs, le débat touche tout doucement à sa fin. Je vous remercie infiniment pour vos interventions, votre présence surtout. Nous allons maintenant passer un petit quart d'heure, parce que nous ne sommes pas très nombreux, donc au niveau sécuritaire, je pense que tout le monde pourra se mélanger pour prendre éventuellement des photos avec nos éminents invités, leur Excellence, Monsieur le ministre conseiller, et surtout notre invité d'honneur, nos invités d'honneur, Monsieur Pierre de Gaulle et Monsieur Juvin. Je remercie particulièrement Monsieur Juvin, eurodéputé, d'avoir accepté notre invitation, parce que ce n'est pas évident, il faut quand même l'applaudir. Ce n'est pas évident pour lui, en qualité d'eurodéputé, d'être présent parmi nous. Et je le remercie pour son engagement, son combat, sa détermination et la vision de l'Europe future qu'il nous a décrit au cours de ce débat. Merci, M. Juvin. Ensuite, je voudrais remercier M. Pierre de Gaulle, qui a fait un long voyage pour nous rejoindre ce soir. Je pense que l'analyse qu'il vous a livrée au cours de ce débat vous a apporté des réponses à vos questionnements sur la crise russo-ukrainienne. De même que le complément d'information que vous a fourni son Excellence M. Alexander Tokovina, ambassadeur de la Fédération de Russie en Belgique. Je remercie le ministre-président Rougon d'avoir fait l'effort, malgré qu'il est anglophone, de participer à ce débat. Donc ça a été quand même un exercice laborieux pour lui d'abord d'écouter les orateurs s'exprimer en français avec l'aide de mon vice-président Thomas Le Grève qui a assuré la traduction. Je vous remercie infiniment. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à rejoindre la pièce à côté pour un drink
avant de nous séparer, donc de nous séparer le public, hein, parce que je ne peux pas inviter tout le monde, vous comprenez bien. Donc je fais une petite exception, je vous laisse approcher nos VIP pour une séance photo et la presse pour, je pense, l'interview. Monsieur Legault, je pense que les journalistes se déplacent bien, vous devez vous poser une question. Voilà. Donc, merci en tout cas pour votre présence. Je vous rappelle que ce débat a été initié par Fraternité Européenne du Monde. C'est une ABSBL naissante. Elle a seulement 8 mois, un an d'existence maintenant. Mais un an d'existence, c'est vrai, mais elle est devenue réellement active il y a 6 mois. Voilà, avec une première conférence qui se tenait à la Hube et qui était sur le commerce avec son Excellence Carlos Henry, l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès du Royaume de Belgique. Je remercie leur Excellence, l'ambassadeur du Cameroun, d'être parmi nous. Merci, Excellence. J'espère que ce que nous avons créé ce soir n'est pas un one-shot. Vous êtes tous concernés par la crise russo-ukrainienne. Vous êtes tous plus ou moins nos amis. Et je vous demande donc, dans vos sphères respectives, de passer le message. Vous voyez que le collège régional de Liège brille par son absence. Je l'ai pourtant invité. Nous avons eu beaucoup de pression, nous avons eu des menaces même. Certains risquent leur emploi et ils sont quand même là ce soir parmi nous. Donc je vous demande de faire passer dans vos sphères respectives les messages qui ont été délivrés ce soir par tous nos orateurs ici. Ce n'est pas un one-shot. On a planté une semence ce soir. Il faut la faire germer maintenant. Je vous demande, mesdames et messieurs, tous ici présents, de continuer l'information. Ce n'est pas un combat, je n'aime pas ce mot-là. Fraternité, c'est un mouvement de paix. Donc, mais je vous demande de poursuivre l'action dans vos sphères respectives en allant persuader les gens d'entamer enfin un dialogue, de permettre notamment à son Excellence, M. Alexander Tocqueville, d'être invité sur les plateaux de télévision par les médias, pouvoir donner sa vision de la situation actuelle. Voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Je tiens à vous dire aussi que l'ASBL, Fraternité Européenne et du Monde, ne bénéficie d'aucun subside. Ce sont nos membres qui font le financement, qui contribuent au financement de l'ASBL. Vous avez sur votre siège un petit flyers qui vous invite à adhérer à notre association. Libre à vous de nous rejoindre et de continuer l'action. Merci à tous.